Impression, le magazine du livre et de l'écrit que nous vous présentons tous les 15 jours sur la 2STV, la première chaîne privée et culturelle du Sénégal. Je vous donne le menu donc de ce numéro d'Impression. Dans la dernière partie, expression de poésie, nous allons discuter aujourd'hui pour savoir comment écrire en français et aussi en langue nationale. Et dans la présentation des textes choisis, notes de lecture, nous vous présenterons deux biographies de femmes, Femme entre miroirs, écrite par une Brésilienne, et puis deuxième femme, écrite par une Française qui a vécu une expérience d'être deuxième femme au Sénégal. Et la première note de lecture portera sur un livre écrit par un Béninois vivant au Canada, La main d'Iman. Et nous commencerons donc cette émission avec, comme toujours, impression de lecture, discussion autour d'un roman. Aujourd'hui, c'est le livre de Ayikwe Armand, Les Guérisseurs. Première partie de cette émission, donc, discussion, je vous présente tout de suite autour du livre de Ayikwe Armand, Les Guérisseurs. Nous avons d'abord cher Amala Diop, qui est traducteur, et Emmanuel Magofay, professeur de français, docteur ès lettres, et Félix Sarr, écrivain et puis enseignant à l'université Gaston Berger, et économie. Alors donc voilà, Guérisseur Ayikwe Armand. Alors je me demande si c'est bien fait de vous inviter. L'auteur n'est pas venu. L'auteur, je sais qu'il ne répond pas. Il y a des années, j'ai fait une émission sur un de ses livres, L'âge de pas pour demain. Et alors, est-ce que le traducteur reste fidèle à l'esprit du créateur de l'œuvre? Est-ce que c'est bien légitime là où vous êtes pour parler de cette œuvre-là? Oui, Sada, d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Mais oui, je pense que j'ai tous les droits de me présenter ici pour parler d'Armand. Je suis membre de la coopérative d'édition qui est située à Popenguine, où il vit, et qui a entrepris la traduction de ce livre. Et donc, c'est une œuvre, on peut dire, collective, que mon travail est soumis au comité de lecture. Et c'est après l'approbation d'un premier jet par le comité de lecture que j'ai été, en quelque sorte, commis pour produire cette traduction. Alors, je vais revenir vers vous, mais je veux demander aux autres, tout simplement, une traduction peut être fidèle, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a le proverbe qui dit que traduire, c'est... Oui. Mais si les traducteurs n'existaient pas, un nombre incalculable d'œuvres ne transmigrerait pas d'une langue à une autre, d'une ère culturelle à une autre. Et je pense que dans le travail de traduction, il y a un travail d'interprétation, il y a un travail même de réécriture en tentant d'être fidèle à l'esprit, peut-être pas toujours à la lettre, mais en tentant de restituer une atmosphère. J'ai lu le texte en anglais et je trouve que la traduction est réussie. Alors, pour m'inscrire dans la même veine que Fenouine, je lui demanderai tout à l'heure en fait de nous dire ce qu'il doit au livre, à Ayikwe Armand, à son livre, à la connaissance qu'il a de l'œuvre d'Ayikwe Armand, bien entendu, mais ce qu'il doit également au monde africain en général, parce que parler de guérisseurs, c'est quelque chose qui touche le monde africain en général, et au-delà des guérisseurs, l'histoire de l'Afrique que l'on peut avoir en fait dans ce livre. Peut-être qu'il nous éclairera sur cela. Oui, alors c'est très intéressant votre question, Emmanuel, parce que en réalité, la société des guérisseurs qui nous est décrite ici est décrite de manière dynamique. On est à une époque où c'est encore la conquête coloniale. Donc, c'est deux sociétés en confrontation. Alors, les guérisseurs sont eux-mêmes en mutation. Et vous voyez dans le livre, ils en sont à un point où ils sont en train d'expulser de leur rang un certain nombre de guérisseurs qui sont devenus des charlatans. Donc le travail ne consiste pas véritablement à guérir, mais en fait à acquérir des places, des postes, des positions ou des biens, ou parfois même des épouses. Donc vous avez raison, c'est une société en mutation, qui est en confrontation avec une société étrangère, plus puissante. C'est en quelque sorte une fresque historique que nous présente Armand. C'est ce que moi j'aime appeler un roman historique. Et c'est pour ça que sa traduction
n'était pas si compliquée. C'est-à-dire qu'être resté fidèle n'était pas difficile. Qui est un peu différente de celle de « l'âge n'est pas pour demain ». Là, c'est un cheminot, je pense, hein, et qui était incorruptible dans une société, justement, qui... Oui, c'est-à-dire son premier roman oui. Était tout à fait un roman moderne. Oui. D'abord, en ce sens que le héros est anonyme. C'est quelqu'un qui n'a pas de nom. Ensuite, ça se passe dans une grande ville africaine d'aujourd'hui, comme on les connaît, hein, avec toute la promiscuité, la saleté, la corruption. Corruption, Hein, surtout. il faut pas des administrations inefficaces et corrompues. Et ce monsieur, il va de déception en déception. C'est-à-dire que ce soit dans le bus, que ce soit au marché, Oui. partout où il va, rien ne fonctionne selon des normes. Tout se passe selon un code privé, plus ou moins secret, mais que tout le monde connaît. Et le monsieur en ressent un dégoût immense et il erre dans la ville comme quelqu'un qui a été dépossédé de son être profond. Et donc, avec ce roman-ci, on est dans quelque chose de totalement différent. Oui. Parce que ce n'est pas un roman autour d'une personne, d'un personnage, non plus, pas un roman, parce que la critique a accueilli son premier roman comme un roman très pessimiste. Ici, nous avons affaire à deux sociétés en parallèle, deux sociétés en confrontation. Très bien. Vous avez la société des guérisseurs et la société royale. Voilà. Voilà. Alors, je voudrais intervenir pour qu'il n'accapare pas la parole. Hein. Les guérisseurs, comme il dit évidemment, c'est des... Il parlait tout à l'heure, il y a des conspirateurs et les inspirateurs. Et les hein. inspirateurs. Voilà, les guérisseurs, c'est les inspirateurs. C'est des gens qui soignent et le corps et l'âme. Donc, c'est des sortes de sages qui sont là, qui vivent dans la forêt orientale. Hein. Alors que les conspirateurs, c'est tous qui sont concernés, attirés par le pouvoir, hein, et la force. Voilà. Donc, c'est ces deux sociétés qui sont mises en face. Et les guérisseurs, ils ont tourné le dos à la vie, au pouvoir, à l'argent en tout cas, en quelque sorte, et sont des sages dans la forêt. En fait, peut-être revenir juste un peu sur l'arrière-plan historique. Oui. Donc, c'est un roman historique qui décrit la chute de l'Empire Ashanti. Donc, la ville de Kumasi va être prise par les Anglais. Donc, comme dans l'œuvre de Arma, comme dans 2000 de Season, il y a une critique du colonialisme. Il y a un regard sur les sociétés africaines désarticulées, malades et qui doivent se régénérer. Donc, peut-être que le thème du guérisseur doit être aussi vu sous cette perspective-là. Il y a une métaphorisation des maux de la société à travers des personnages qui sont dans le texte. Et au-delà de guérir les différents corps et les âmes, il y a peut-être le projet, je dirais, littéraire et esthétique d'ouvrir des voies de guérison de ces sociétés africaines-là. Donc Arma propose des archétypes, les guérisseurs qui sont des gens qui utilisent des plantes traditionnelles, qui sont des praticiens, qui ont une praxis sur le corps et sur l'esprit, mais c'est une métaphore des voies à emprunter pour guérir les sociétés, nos sociétés, donc des différents mots qui les gangrènent. Et effectivement, il y a une réflexion sur le pouvoir, sur la manipulation, sur les voies de la guérison. Et il y a un personnage central qui s'appelle Densou, qui au départ, voilà, donc va être fortement incité à rejoindre le clan du pouvoir, qui résistera, qui va suivre son aspiration intime d'être un guérisseur, de ne pas être un homme du sérail. Et l'une des tensions dramatiques du texte se noue autour de l'itinéraire de cet individu-là. Mais j'insisterai plus sur la grande métaphore de Arma. Il faut dire que son œuvre quand même s'inscrit dans un désir ou une tentative de renouer avec l'Africaine ancienne, d'être dans un temps long, de retrouver les sources anciennes et d'indiquer ces sources anciennes comme voie de sortie. Donc dans toute son œuvre, il y a cette préoccupation-là. Il y a une réflexion sur l'Afrique et sur la continuité historique. Il y a une réflexion sur les voies et moyens de trouver peut-être une lumière propre, une propre. Et il y a une grande intégrité, morale et éthique, et la critique des pouvoirs en place, même dans ses œuvres anciennes. Donc
critique-là, elle est sans appel. Voilà. Alors, cette critique dont vous parlez, Felwine, est montrée justement par quand on voit son cheminement. Il a refusé d'être au pouvoir, il a refusé d'aller au palais, préférant aller justement dans la forêt retrouver les guérisseurs. Alors on lui avait demandé prendre le pouvoir, c'est qu'il a refusé. Oui, à la place de... Oui, à la place d'Apia qui a été assassiné. Hein? Alors, moi, une question m'intéresse. Est-ce que les guérisseurs, quand j'entends un psychologue célèbre sénégalais qui dit que le Sénégal a besoin d'un grand national pour remettre le pays sur les rails, est-ce que nous ne sommes pas là en face de vraiment d'un NDP africain qui part en fait de sources historiques, qui tendent en fait remonter l'histoire jusqu'à la libération de la conquête du moins du royaume Ashanti, mais de nous proposer une vision nouvelle qui remet en cause la générosité de certaines idées qui à la limite sont des chimères. Et il écrit bien à la page 151, il y a quelque chose d'étrange à propos des décisions généreuses, elles devraient être le meilleur genre de décision, mais ce n'est pas le cas. Une décision généreuse manque souvent de force, de fermeté. Une décision pour être guérisseur doit être plus solide que toute autre décision, etc. Est-ce que nous ne sommes pas en face de ce qu'on pourrait appeler un NDP africain qui combattrait certaines idées généreuses et certaines visions du travail, parce que le travail est un véritable problème chez les Africains. Et on retrouve également à la page 232 un passage comme ça. Densou dit-elle, à bout de patience, l'animal qui ne se repose pas devient tellement fâché et malheureux qu'il répand la destruction partout où il va. Un être humain travaille pleinement lorsqu'il y a du travail à faire. Un être humain se repose pleinement lorsque vient la saison du repos. Est-ce que nous ne sommes pas là en face de problématiques en fait de l'Afrique moderne d'aujourd'hui, celle que nous vivons présentement? Oui, Emmanuel. Je pense que vous avez un peu raison. Il y a une continuité entre notre passé relativement récent et notre situation actuelle. Ça, c'est évident. Mais par rapport au travail, vous voyez, je ne crois pas qu'il y ait une relation particulière au travail de l'Africain. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense qu'on a affaire ici à un cas de figure où Densou se retrouve dans une situation d'attente. Voici quelqu'un qui veut devenir guérisseur et qui se propose de l'être, qui va vers la société des guérisseurs, et ceux-ci lui disent doucement, ta décision, mûris-la longuement. Parce que c'est facile de devenir guérisseur, d'apprendre les techniques, et puis après, se rendre compte qu'en fait, on était nostalgique de la vie dans les grandes villes, de la vie dans la haute société, et qu'au fond, on aimerait bien avoir la belle voiture ou la belle femme, etc. Et ensuite, on devient un charlatan, on va vendre des amulettes et des talismans contre des espèces sonnantes et trébuchantes, au lieu de se consacrer au véritable travail de guérison, qui est un travail de patience. D'accord ? Et c'est dans cet état d'esprit que se trouve Densou, et ne pouvant trouver de moyens de calmer sa patience, alors il se défoule dans le travail. Et c'est la guérisseuse qui lui dit que c'est pas comme cela, il ne faut pas travailler comme un forcené, il ne faut pas travailler comme un esclave. Non, travaille quand il y a du travail, mais maintenant que le travail est terminé, mais repose-toi comme il faut, mais ne dépense pas ton énergie inutilement. En réalité, il s'agit à mon avis de ce mode de transmission des connaissances qui est le mode africain par excellence, c'est-à-dire le mode initiatique. Ça fait une bonne partie du roman dans laquelle on voit comment l'apprentissage du guérisseur se fait. Oui, parce qu'en fait, tout le parcours de Densou, c'est une longue initiation. En fait, c'est cela. Hein? C'est vraiment initiatique. Et sur ce qu'il dit sur l'initiation, non seulement il y a le mode de transmission africain du savoir, mais il y a une relation du maître au disciple qui passe à travers un certain nombre d'épreuves. Et le disciple est censé réussir ces épreuves-là. L'une des premières épreuves, c'est est-ce que son envie d'être guérisseur, est-ce que son désir d'être guérisseur résistera? Et d'ailleurs même, Danfo, le guérisseur, a eu dans son histoire individuelle une telle expérience que son épouse a finalement quitté la forêt et est revenue en ville, puisqu'elle n'a pas supporté la vie, donc qui était une vie, je dirais, ascétique. Et donc, d'où la nécessité d'un certain nombre d'épreuves pour que réellement les guérisseurs deviennent des guérisseurs chevronnés et ancrés. Mais il y a de l'initiation. Oui.
Voilà. Au-delà de cet apprentissage par l'initiation, il y a aussi quand même la question qui est posée, c'est-à-dire, là, on touche à l'aspect historique, l'unité. L'unité face à la division, que la force c'est l'unité, que la dispersion. Donc il y a aussi ce thème qui apparaît. Hein. On voit très bien comment les chefs, les rois, quand les colons arrivent, n'ont pas pu s'unir et comment ils ont été donc vaincus. Il y a aussi ce qui apparaît clairement dans ce roman. Oui, c'est exact. Oui, alors, il est très... Moi, je mettrais en contrepoint, si vous voulez, cette situation des rois qui se retrouvent confrontés à l'occupation, à la conquête, et qui sont incapables de trouver le ressort leur permettant de résister. Alors, il y a ce général, il y a les armées Ashanti, qui sont célèbres, et qu'il nous met en scène. On a le général Asamoah Nkwanta, qui d'abord a été victime d'injustice dans sa société, de la part des rois, et qui a un petit ressentiment. Il n'est pas très content. Il est même très très fâché. Et pourtant, il veut combattre le conquérant étranger. Et il se retrouve pris, en fait, dans un dilemme. Parce que les rois n'ont pas le ressort, n'ont pas la ressource nécessaire pour se battre. Ils sont complètement divisés et ils sont déjà attirés par les délices et les bibelots que les Européens et les conquérants amènent. Oui, les fusils, l'alcool, etc. Voilà. Alors, on peut mettre en contrepoint cette défaite générale des rois et de leurs armées face aux conquérants avec la victoire que la société des guérisseurs, elle, a connue dans la bataille qu'elle a menée. Parce que Danso a refusé l'intrigue qui voulait lui faire assassiner le prince et ensuite prendre le pouvoir, et il a rejoint la forêt orientale. Et maintenant, accusé de crime, il se retrouve innocenté à la fin. Le véritable criminel est pris et l'intrigant également, qui avait monté l'ensemble du complot, se retrouve pris. Donc, les guérisseurs, en quelque sorte, ont gagné leur combat, eux. Mais les rois, eux, ont perdu la bataille face aux colons. Et donc, ça se termine un petit peu sur cette espèce de différence entre la société qui fonctionne selon des principes, la société qui a maintenu son unité et qui arrive au but qu'elle s'est fixé, et l'autre société, celle des manipulateurs, des intrigants et des rois, qui ne parviennent en fait ne réalisent rien au bout du compte. Ils sont défaits. Et c'est aussi un appel contre les clans, la fragmentation, justement. C'est aussi le message fort de cela. Hein? D'ailleurs, même Danfo dit santé égale unité dans le texte. Donc il y a une métaphore où il relie la santé du corps social à l'unité du corps social, et puis un rappel historique sur l'ancienne unité qui avait préexisté, donc qui n'a pas pu être préservée. Et lorsque les Anglais arrivent et que Ababio, l'un des intrigants, pressant que le vent va tourner dans leur sens, il a cette discussion avec Danso où il lui dit que lui-même, il déteste la faiblesse et la perte et le manque de pouvoir, et qu'il faut savoir être du côté de ceux qui sont forts. Donc je pense que là aussi il y a une allégorie sur les raisons et les germes de la division, et qu'on peut la transposer dans d'autres contextes historiques. Et si l'occupation extérieure a pu réussir, c'est que à l'interne, il y avait un certain nombre de divisions. Et donc ce schéma-là, on le revoit dans le texte. Et puis être opportuniste aussi, parce que justement, Ababio disait que ceux qui sont nés pour commander doivent comprendre tous ces changements. Exactement. Et s'en accommoder. Puis même, il y a un discours très, très cynique dans lequel il enjoint Danso à accepter son destin. Son destin serait d'être un dirigeant, un leader, et d'arrêter donc ses rêveries de jeunes garçons, et d'accepter l'ambiguïté de devoir adhérer à la cause des plus forts. Donc la corruption morale qui va avec. Donc il y a ce discours-là qui est censé être un discours de raison, mais qui est un discours corruptogène, voilà, dans le texte. Oui, parce qu'il le dit, parce que si tu es intelligent aussi et que tu as du courage, tu t'arrangeras pour te placer du bon côté des changements lorsqu'ils arrivent. Ceux qui prennent le soin de se placer du bon côté des grands changements deviennent des hommes importants. Lorsque ces changements sont intervenus, ceux qui sont assez stupides pour aller à contre-courant de tels changements se font évidemment écraser en mille morceaux. Donc il y a cette opportunité. Mais alors, il y a quand même
c'est curieux parce que ces rois, ils connaissent bien, et ils ont leur vision des Blancs. Ils disent que, par exemple, les Blancs ne sont pas sincères. Ils disent que, non, mais c'est vrai. Et puis, ils disent que, mais quand même, n'empêche qu'ils coopèrent avec eux en quelque sorte, et tout en sachant, en les analysant très bien. Et ils disent que le Blanc, par exemple, qui vient l'anglais, ils disent qu'il aime être flatté, il aime... Donc, ils connaissent bien leurs défauts, ils acceptent les présents qu'ils leur donnent et acceptent d'entrer dans la compromission un peu. Hein, parce qu'ils sont divisés. Oui, hein? Oui. En réalité, il faut bien comprendre. Armand dit que la société se divise en deux types d'individus, les manipulateurs et les inspirateurs. Donc, c'est très clair. Les rois, ils savent très bien à qui ils ont affaire, mais chacun cherche son petit intérêt mesquin. Chacun se dit, ah, je pourrais peut-être avoir une petite caisse d'armes. Hein, ou je vais avoir une petite caisse de boissons alcoolisées. Donc, c'est des petits intérêts mesquins qu'ils suivent et qui les conduisent à leur perte. Alors que la société qui, elle, fonctionne selon des principes. Et, vous voyez, c'est très clair que ces principes remontent à loin derrière. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est circonstanciel, comme ce dont parle Ababiola dans le passage que vous venez de lire, où il dit il y a un changement de circonstances, il faut savoir en profiter. Non. La société africaine des guérisseurs est assise sur des préceptes qui ont été éprouvés pendant de longues périodes, connaissent les tenants et les aboutissants. Et c'est sur ça qu'ils se basent. Donc, en quelque sorte, c'est normal que ces rois, malgré toute leur connaissance du blanc, etc., se laissent berner, se laissent défaire, parce que il leur manque le nerf essentiel, il leur manque la colonne vertébrale qui leur permet de résister et d'être debout face à l'envahisseur. Ils entrent dans le jeu quand... Moi, je veux poser au traducteur une question. C'est à quel niveau Armand accepte-t-il de faire la critique de ces sociétés africaines? Parce que les envahisseurs également ont toujours eu sur place à bénéficier de l'appui de gens qui étaient là pour collaborer avec eux, de complices en quelque sorte. Ça, c'est vraiment une préoccupation chez moi. La seconde, c'est qu'on voit beaucoup de générosité chez lui. Par exemple, quand il dénonce la désunion, la division des Africains et qu'il parle de l'unité des Africains, etc. Bon, qu'il ne répète pas des choses qui ont déjà été dites, répétées, ça c'est quand on sort même de l'histoire de l'écriture romanesque pour voir ce qu'est devenu l'OUA, ensuite l'Union africaine. À présent, on est toujours sur cette histoire d'unité africaine qui ne fonctionne pas véritablement. Je ne sais pas, vous en tant que quand les gens ne sont pas dupes, que quand l'anglais arrive, ils disent vaniteux, il aime être appelé grand-père blanc des Noirs, le protecteur l'ami. Alors il dit il est vu comme un roi, hein, et tout aussi affamé de manche. Donc ils analysent très bien les gens qu'ils ont en face d'eux. Oui. Enfin, je ne sais pas, Emmanuel. Moi, à mon avis, c'est la générosité, hein, parce que ce serait un peu du gaspillage. Non, c'est de la lucidité. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience que c'est seulement dans l'unité que réside notre santé, notre vitalité. C'est-à-dire, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une condition sine qua non. L'intégrité du corps et de l'esprit sont un tout indissociable. Et l'unité en question, c'est une unité qui est substantielle, c'est-à-dire qui est essentielle. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on appelle de nos voeux. Je vous donne un exemple, parce que vous avez pris tout de suite l'OUA, l'Union africaine. Mais on a beau faire, on a beau dire, quel est l'objectif qu'ils se sont fixés quand ils ont créé cette organisation en 1963? L'unité africaine, certes, mais le but immédiat, c'était parachever la libération du continent de la domination coloniale, de la domination étrangère. Et regardez, en 63, ils l'ont
décidé. En 1975, les colonies portugaises ont disparu. En 1980, les colonies racistes de Zimbabwe, enfin, de Rhodésie et de Namibie ont disparu. Et en 1990, on a abattu l'apartheid. Donc, vous voyez que, excusez-moi, on peut, en joignant nos forces, venir à bout de gens dont quelqu'un comme Senghor disait que mais ces gens-là sont trop forts pour nous. Allons négocier. Houphouët-Boigny disait la même chose. Hein? Donc, c'est prouvé dans les faits que, avec l'unité... Alors, Véronique, peut-être. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, bien sûr. Et je pensais à une conférence récemment faite par Ibrahima Diop, historien de l'UCAD. Oui. Et pour reprendre ce moment, en effet, où les envahisseurs arrivent, les envahisseurs arrivent, et Ibrahima Diop, lui, il avance la lecture suivante, que évidemment je trouve intéressante. Il dit, mais c'est pas parce que les Blancs étaient plus forts technologiquement, ce sont jamais les armes qui sont victorieuses, en fait. Et on le voit bien, les Américains ont été battus au Vietnam, enfin on le voit bien, tout ça. Voilà, ce sont jamais les armes qui sont les plus fortes. Il y a eu colonisation parce que l'Afrique était en état de vulnérabilité. Et pourquoi était-elle en état de vulnérabilité? Dit Ibrahima Diop, hein, bien évidemment, parce que les gouvernants africains avaient toujours fait un pacte de mort avec l'extérieur au détriment de leur peuple. C'est pas moi qui le dis, c'est Ibrahima Diop. Il dit qu'en fait, c'était très facile, puisque les gouvernants africains, vous disiez, c'était pas peut-être juste qu'ils étaient attirés par de la verroterie, c'est que de toute façon, ils avaient l'habitude de décimer leur peuple. Voilà. Lamine semble. Et puis on revient sur le plateau. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait monsieur le traducteur. Vraiment, j'ai oublié le nom. Cheikh Amala Diop. Oui, sur Senghor, à propos de la négociation, qu'il faut négocier avec ces gens-là, ils sont plus forts, etc. Mais il arrive souvent que sur des télévisions, l'on se défausse beaucoup sur Senghor, en oubliant de dire quand même, au niveau de la vérité historique, que cette création de l'OUA dont on a parlé tout à l'heure, la toute dernière réunion qui a précédé la création de l'OUA, c'est passé ici au Sénégal. C'est Senghor qui a présidé cette réunion-là, avec le groupe de Monrovia, qui est allé avec le groupe de Casablanca mettre sur pied l'OUA immédiatement après chez Haïlé Sélassié. Donc il ne faut pas penser que Senghor était une sorte de larbin ou bien Béni Oui qui chaque fois voulait négocier, pas du tout. Moi, c'est une tendance qui m'horripile un peu. Je ne m'en pas, hein, franchement. Et j'aimerais bien que le rectifie parfois le tir en reconnaissant quand même à Senghor le travail énorme, monumental qu'il a fait pour l'unité africaine. Voilà, très bien. Alors, on va revenir sur le plateau donc pour conclure sur ces professeurs. En fait, c'est un livre c'est un appel à l'unité, au recours à nos savoirs traditionnels, à notre sagesse traditionnelle, si on peut dire aussi. Brièvement, si on pouvait résumer ce livre pour inciter les gens à le lire. Oui, rapidement. Oui, rapidement. Sur le livre, en fait, l'œuvre d'Arma est multiforme. Mais ce que je retiens là, et par rapport au débat qui a eu lieu, c'est la nécessité de renouer avec une conscience historique et une temporalité longue. Maintenant, le fétichisme des origines peut être problématique si on s'y prend. Donc il y a une question de la restauration. Il ne s'agit pas de retourner la flèche du temps et de vivre des temps révolus. Mais il s'agit de voir dans ces temps-là ce qui est vivifiant, ce qui est fécondant et ce qui pourrait amorcer une dynamique de retour sur soi-même au meilleur niveau de soi. Et c'est ça le discours qu'il tient. Et justement, dans ce discours-là, il y a la nécessité de renouer avec un être profond qui a disparu, avec une histoire ancienne, avec des savoirs anciens, mais de les injecter dans une dynamique actuelle et présente. Quand on regarde dans un rétroviseur d'un véhicule, ce n'est pas pour reculer, c'est pour avancer. Oui. Et c'est ce que Arma nous dit un peu ici. Surtout être bâtisseur et non pas destructeur, c'est-à-dire être inspirateur et non pas conspirateur. Exactement, c'est ce qu'il nous dit. Manipulateur. Voilà, manipulateur, justement. Très bien. Je vous remercie donc. Nous passons à la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission Impression avec les textes choisis dans notre lecture. Nous allons commencer avec... Alors, 3 textes vous seront présentés. La main d'Iman par Véronique Potetin. Ensuite, Deuxième femme qui vous sera présentée
par Madame Khady Dieng et enfin un texte Femme devant miroir qui vous sera présenté par Hapsatou Wan. Donc nous commençons avec Véronique Potetin. Vous allez nous parler d'un roman, c'est le premier roman d'un Béninois qui vit au Canada. Alors il s'appelle Riyad Hassani Razaki. Le roman porte sur l'esclavage et la maltraitance des enfants. Oui, tout à fait. C'est cela. Tout à fait. Cet homme, en effet, Riyad Hassani Razaki, est né en 81 à Cotonou, donc au Bénin, et son roman se passe au Bénin. Toute la totalité du roman se passe au Bénin, mais lui, l'auteur, vit à Montréal depuis plusieurs années. Voilà. Et c'est en effet son premier roman. Il a écrit un recueil de nouvelles déjà, et ce premier roman lui a déjà valu un prix au Canada. C'est-à-dire que c'est un jeune auteur prometteur. Et en effet, est un enfant métis qui vit au Bénin et qui est confronté, voilà, c'est le héros du livre. Cet enfant est confronté à l'esclavage, à la maltraitance des autres enfants qui sont dans son entourage. Oui, c'est un enfant qui, parce qu'il est abandonné par son père, pas bien, sa mère ne s'occupe pas très bien non plus, donc laissé à lui-même. Voilà. Alors cet Iman, c'est donc en effet sa mère est béninoise, son père c'est un Français qui est venu travailler, qui a eu bien sûr, avec une jeune béninoise jeune et belle, et puis une fois qu'elle a eu son enfant, il est rentré en France. Et donc cette jeune femme se retrouve seule avec son bébé, et elle se remarie avec un béninois pour être avec un homme, j'ai envie de dire. Et ce premier fils est très différent des autres, certes parce qu'il est métis, mais aussi parce qu'il refuse la situation dans laquelle se trouvent ses compagnons. Il y a un autre personnage, deux autres personnages très importants dans le livre. Il ne supporte pas son environnement, il n'a qu'une idée en tête, quitter le Bénin, partir. Voilà, partir, quitter cette misère. Il faut dire que donc il vit dans un état de grande pauvreté et que par exemple il sauve de la mort un jeune enfant qui s'appelle Toumani et qui lui est carrément un enfant esclave, c'est-à-dire un enfant qui est acheté à ses parents dans les villages dans la brousse du Bénin, acheté à ses parents par une femme béninoise qui après replace les enfants pour travailler chez des personnes. En fait ce sont des esclaves et les parents qui vendent entre guillemets leurs enfants pensent ou croient ou espèrent que l'enfant, contre lequel ils ont de l'argent, au début quand Toumani est vendu, on voit qu'il est vendu pour 15 000 francs CFA à son père, c'est un livre actuel, donc les parents pensent ou aiment penser que leur enfant en ville va apprendre quelque chose. Or ces enfants sont loués par la femme qui les a achetés à d'autres individus qui les maltraitent. Et ce petit Toumani s'enfuit un jour dans un état de délabrement intense et c'est Iman qui le sauve. Donc il a ce côté, Iman, c'est vraiment le sauveur, celui qui dit non, le résistant, le rebelle, voilà, qui refuse ces conditions difficiles. Un peu une âme de Saint-Bernard. Tout à fait. Oui, mais alors, il sauve cette personne et puis il y a un moment, il y a une situation amoureuse qui se présente. Voilà. Alors, bizarre d'ailleurs parce que cette jeune femme est aimée de quelqu'un mais en aime un autre, une sorte de vaudeville un peu. Alors voilà, c'est un trio amoureux comme souvent dans l'existence et encore plus souvent j'allais dire dans la littérature, mais cette jeune Alissa a rencontré Toumani quand ils étaient tous les deux enfants esclaves chez quelqu'un et puis ils se retrouvent à peu près une dizaine d'années plus tard, un peu plus, donc ils ont 15-16 ans et elle aime Toumani, elle a toujours espéré retrouver ce petit garçon, il lui avait donné une petite barrette et il a précieusement gardé cette petite barrette, donc il y a un lien très fort qui les unit. Mais Toumani a aussi une grande admiration pour Iman, le héros, et il sait qu'Iman veut partir. Et il se dit, si je lui donne Alissa, elle est tellement belle et tellement extraordinaire qu'il va rester. Et donc, au lieu de vivre l'amour qu'il peut vivre avec Alissa, il offre Alissa à Iman, mais Iman rejette Alissa. Mais elle est tellement blessée, et elle a raison, d'avoir été donnée par l'homme qu'elle aime à un autre homme, qu'elle est entre ces deux hommes après. Voilà. Alors pourquoi Iman est si mal dans sa peau de métier ou dans son environnement? Alors il est une métaphore, je pense, Iman, hein, sous la plume bien évidemment Riyad Hassani Razaki. Il est une métaphore en étant un métis biologique, mais une métaphore en effet de ces jeunes, de ces enfants qui vivent dans des conditions
très dur, mais vraiment d'esclavage moderne, enfin d'esclavage, et qui voit à la télévision, qui voit partout, qui voit parce que les Blancs arrivent, des coopérants, voilà, et qui voit un autre monde et qui ont cette aspiration vers cet autre monde. Mais ce qui est important, donc je pense qu'il est métis parce qu'il est une métaphore. Mais ce qui est important, il me semble, dans ce livre, c'est que, bon, à la fin, Iman va partir, va s'embarquer sur une pirogue alors qu'il avait cru, il a eu une histoire d'amour avec une Française, il pensait qu'il allait partir avec elle, voilà, se marier, partir avec elle. Finalement, elle l'abandonne aussi, donc c'est celui qui est toujours abandonné, on va dire. Il reste au Bénin, mais ces personnages, au-delà des scènes très violentes qu'il y a dans le livre, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de solidarité, beaucoup de complicité. Et il me semble que l'auteur, qui est lui-même béninois, c'est surtout cela qu'il veut faire entendre. Et que le plus dur n'est pas de vouloir partir et de ne pas pouvoir partir, ou de vivre dans des conditions difficiles, que le plus dur serait de ne pas se parler. Parce que ces personnages n'osent pas se dire qu'ils s'aiment. Leur souffrance, c'est de ne pas se parler du tout. Il me semble que pour des tas de raisons, ils n'arrivent pas à se parler par pudeur, peut-être par culture, par éducation, ou parce que ce qu'ils auraient à se dire est trop dur, trop violent, je ne sais pas, ou trop radical. Mais ces personnages ne se parlent pas. Ils passent toujours les uns à côté des autres. Et quand nous en parlions, Sada, vous me disiez vous-même, mais on dirait l'enfermement. J'ai dit oui. J'ai l'impression qu'ils sont plus enfermés en eux-mêmes que dans un pays ou dans une condition. Et que s'ils arrivent à se dire leur amour ou leur tendresse ou leur solidarité, ça irait déjà beaucoup, beaucoup mieux. Alors, ceci dit, les personnages ne se parlent pas, mais l'écrivain a écrit. Et donc nous entendons ces mots. Ce n'est pas juste une coquetterie de ma part de dire cela. C'est-à-dire que, bon, ce motif est connu dans la littérature, bien sûr. C'est-à-dire l'écrivain qui fait entendre les mots que ceux qui les ont n'osent pas dire, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, oui. Puisqu'il s'agit de littérature, justement, voilà. Alors, cette violence inouïe que vivent ces personnes, est-ce que justement le style la reflète? Ah oui, il y a un style alors qui est très direct, et en même temps, la structure du livre est passionnante, puisque ce livre est fait de 11 chapitres, et que 11, c'est un chiffre impair, et qu'on ne me fera pas croire à moi que les grands écrivains ne travaillent pas complètement la matière de leurs livres. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que le héros s'appelle Imam, que impair, ça commence par IM, qu'il y a 11 chapitres, et que tous les chapitres du livre commencent par I. Ici, islam, iridium, infléchi, iceberg, impur, impedimenta, ingrat, infini, indigo, illusion, et que la fin des mots, non pas le début comme l'acrostiche, mais la fin forme immigration. Donc c'est un travail, personnellement c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans la littérature, c'est ça, c'est quand à la fois elle parle de choses essentielles et quand à la fois elle travaille sa forme. C'est-à-dire que la table des matières en 11 chapitres, donc en chiffres impairs, signifie elle-même ce qu'il y a d'impair, d'imparfait, ce qui manque de dualité dans ce monde, dans ce roman, qui est encore une fois, je voulais dire, d'une écriture très onirique. Et finir avec cela, chaque chapitre est raconté par un personnage différent. On pourrait dire que ça c'est très classique dans le roman, la polyphonie, hein, chaque personnage raconte son histoire, mais il y en a un qui reste silencieux pendant tout le livre, dont on n'entend jamais l'histoire, justement, et c'est Iman. Voilà. Merci Véronique donc de nous faire découvrir ce livre-là, La main d'Iman, et Hassani Razaki. Voilà, qui vient d'être publié aux éditions Liana Liévy, cette année. Alors nous passons aux autres. Le prochain c'est alors Deuxième femme, Caroline Ponchon. Alors ce livre a une histoire, moi je l'ai eu à la part du livre de Genève. Alors on était avec Felwine Sarr, et une jeune femme est venue nous voir. Ah, vous êtes des Sénégalais? Oui. Alors, vous avez connu une histoire au Sénégal. Et elle dit qu'elle est mariée au Sénégal. Ah oui. Et puis, elle nous dit, j'étais deuxième femme. Voilà. Et puis, elle dit qu'elle a écrit là-dessus. Voilà. C'est son autobiographie. C'est sa vie qu'elle a fait. Elle a rencontré à Ouaga un cinéaste comme elle est cinéaste. Et puis, c'est la foule, le désir enflammé. Et puis, voilà. Et puis, accepte de venir à Dakar pour être deuxième femme, raconte cette histoire. Son expérience, son vécu de la polygamie. C'est ça. C'est tout à fait cela. Mais je voudrais vous présenter un peu l'auteur. Oui. Avant d'être écrivain, donc il était déjà réalisatrice. Donc il était dans le cinéma et il a fait aussi des documentaires.
Donc par rapport à ce roman-là, donc là pour ce roman-là, donc là avant ce roman, d'écrire le roman, il avait déjà réalisé un documentaire. Donc sur la deuxième femme. Après il y a eu un long métrage aussi sur la deuxième femme. Voilà, il y a aussi parmi ces documentaires, donc un documentaire titré Namonala, donc qui est comme une suite de cette deuxième femme. Voilà, Namonala. Donc là, ça nous donne une réponse à la question qu'on se pose quand on lit ce roman-là. Oui, oui. Alors, c'est comment elle raconte en fait comment elle vit la polygamie. Elle se rend compte tout de suite. Au début, un moment, elle voit son mari en train de prier. Elle dit, ah, je vais devoir partager avec Dieu. Oui. Mais non, quand elle arrive, elle partage avec une autre femme qui était la première, qui était déjà... C'est exactement cela. Mais pour comprendre cela, elle fait une comparaison avec Seydou, c'est-à-dire le poète de Keur Massar. Oui, son mari. Et elle a une première expérience avec un Africain, un certain Moussa Safara. Donc Moussa Safara, donc là, lui, il n'était pas pieux, il était athée et tout ça. Donc elle pensait que c'est parce qu'il était athée. Donc là, ça a été à l'origine de son comportement. Donc quand il a vu Seydou pied et tout ça, donc elle pensait que ça allait réussir comme il était pieux. Mais ça n'a pas été le cas. Donc là, il y a eu le coup de foudre à Ouagadougou et il a décidé de s'inviter dans cette famille polygame, sachant que son mari vivait dans une famille élargie et avec la première femme. Donc elle était consciente de cela. Donc là, quand il est venu, elle savait pertinemment qu'elle allait vivre sous le même toit que sa co-épouse. Oui. Alors, il dit le premier mot qu'elle a écrit, qu'elle a appris, c'est Toubab, premier mot Wolof, ensuite Khalis. Oui, c'est parce que ce qu'elle entendait dans la rue. Donc dans la rue, elle était la Toubab. Donc là, avant d'être Aïcha, donc là finalement, donc là, elle a embrassé la religion musulmane. Aïcha, voilà, mais avant, donc là, son nom c'était seulement la Toubab. Et là, partout elle passait, donc là, on cherchait à avoir de l'argent, donne-moi Khalis Toubab, etc. Donc dans la rue, c'est pourquoi elle a retenu ces mots Wolof là. Oui. Alors il y a aussi, on a vu l'hypocrisie de la famille autour d'elle. Parce que même on ne lui a pas dit qu'elle allait se marier, on lui avait dit qu'elle allait se convertir à l'islam, il me semble. Je ne suis plus sûr. Oui. Et puis quand même, quand elle s'est mariée, on vient lui dire de donner le takouden, quoi. Alors, c'est le mari qui devait donner. Et elle n'avait plus d'argent et le distributeur n'est pas bon. Finalement, elle a vendu un objet, de première communion, le médaillon, quand même important. Oui, c'est vrai. Donc là, quand il était dans sa famille, donc là, le mari l'avait présenté comme une personne qui pourrait faire sortir la famille de l'impasse. C'est cela. Parce que c'était une famille qui était pauvre. Hein. Le mari avait dit à sa femme que voilà notre solution et tout ça. Il l'avait aussi dit à sa maman, ce qui faisait que, donc là, on pensait qu'elle lui suffisait de l'argent. Donc là, c'est ça le problème. Voilà. Finalement, elle n'a pas supporté. Hein. Elle n'a pas supporté. Oui. Et puis quand même, elle a découvert en même temps, justement, comment elle a vécu son... Alors, elle compte que son mari, il y avait une deuxième femme qui était là et bien présente. Et en fait, son combat, elle disait à un moment, comment son mari a été tout seul. Elle dit, c'est de le sortir de là. Parce que son rêve, c'est d'avoir son mari à elle tout seul. Mais... Et pourtant, pas faute d'essayer. Hein? Donc finalement, dans le livre, on apprend qu'elle était devenue une vraie Sénégalaise en portant les perles, les bin-bin, comme on dit. Il y avait le tchouraï, tout ça. Elle a essayé quand même. Elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Donc moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle a quitté le domicile conjugal. Son mari l'a même rejoint, mais elle n'a pas pu sauver son mariage. Ça veut dire que le problème, c'est ailleurs. Voilà. Alors c'était culturel parce que, vous savez, elle écrit, elle dit qu'elle doit apprendre à partager. À aimer sans attendre un retour, à être là, prête à s'effacer, se livrer sans se reprendre et souffrir qu'il se reprenne le mari car il aime sa femme. Et puis il dit, nous sommes deux femmes à cornes, comme il dit, n'est-ce pas? Comment accepter d'être la perdante ou bien la gagnante, ou bien le témoin impuissant de ce mouvement d'aller et retour? Elle ne supportait pas ça en fait. Oui, je pense que c'est dû au fait qu'au début, elle a fait une monumentale. En venant en Afrique, elle se disait qu'elle était la plus belle, elle était la plus belle, elle était la plus riche. Donc ça allait marcher. Donc elle voyait des femmes, des marchandes de Ouagadougou. Donc elle pensait que la première femme était comme ces femmes-là. Malheureusement pour elle, une fois qu'elle a été sur place, elle s'est rendue compte que ce qu'elle pensait n'avait rien à voir avec la réalité. Donc là, je pense qu'elle était venue pour détrôner la reine, là, à Obourou-Kerem, et ça n'a pas marché. Moi, après le livre, ce que j'ai lu, donc là, elle n'était pas venue pour partager.
mais elle était venue pour prendre Seydou à la première femme. Ah ben oui, oui. Voilà. Oui. Mais ça n'a pas marché malheureusement. Oui. Parce que la première femme aussi, elle était bien assise. Hein. Oui, oui. Elle était enceinte. Il attendait un enfant, elle l'a eu. Et donc, bon, ça a un peu peut-être consolidé les... Le bébé même s'appelait Hortense. Oui. Donc là, c'est-à-dire le nom de la deuxième femme, c'est-à-dire la française. Oui. Mais le problème qu'il y a, tant qu'elle voyait la première femme grosse, vilaine et tout ça, le problème ne se posait pas. Oui. Mais après l'accouchement, elle était devenue belle, etc. Oui. Elle avait le temps de s'occuper de son mari et elle n'a pas supporté. Oui, c'est cela. Voilà. Donc finalement, la passion, vraiment, ils se sont beaucoup aimés. Il y a une passion folle et puis la désillusion quand elle est venue là, il y avait une promiscuité incroyable avec son mari, le poète de Kermassar, on l'appelait. Oui, et puis le désamour qui est arrivé aussi parce que l'amour ne peut pas résister à certaines conditions. Tout à fait. Et puis là, c'est la fuite. Elle est retournée, elle est rentrée quand même. Elle est rentrée parce qu'il n'y avait pas d'intimité au sein même du domicile conjugal. Oui. Mais maintenant, ce qui m'a étonnée, c'est que même une fois en France, elle avait encore des problèmes avec son mari. Oui. Elle était toujours dégoûtée. Oui. Donc là, son mari l'a rejoint. Oui. Mais le problème n'était pas réglé. C'est ce qui m'a étonnée dans ce livre-là. Oui. Moi, au début, je pensais qu'elle avait des problèmes donc là, pour s'insérer dans la société africaine. Oui. Mais même en France, donc là, elle n'a pas pu sauver son mariage. Donc moi, je me dis que dans cette œuvre-là, elle veut simplement montrer que donc là, c'est impossible quand même. Donc là, qu'il y ait une réussite du côté du mariage entre deux personnes de cultures différentes. Ah oui, c'est cela. Voilà. Oui. Je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer là. Plus que la parce que même son mari, donc il en est à sa deuxième expérience. Oui. Il s'était déjà marié avec une certaine Hortense. Oui. Donc il y avait une première expérience qui a échoué. Elle aussi, elle s'était mariée à Moussa Safara et là aussi ça n'a pas marché. Oui. Vous pensez donc c'est une couple de même culture, il n'y a jamais eu de divorce? Il y en a, mais je pense que c'est sa philosophie à elle. Hein. C'est ce qu'elle veut montrer à travers les livres. Donc on ne peut pas tirer une vérité d'un livre, vous êtes bien d'accord? Non, moi je parle de sa philosophie, de la philosophie de l'auteur. Donc là, bon, je ne suis pas d'accord avec elle, parce que je vois des couples donc là, qui s'en sortent. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est une histoire vraie, vécue. Effectivement, ça s'est passé à Guédiawaye. Ah, c'est pas à Kermassar? Non, c'est pas à Kermassar. Ah oui, donc ça s'est passé à Guédiawaye parce que j'ai eu la chance de connaître des gens qui connaissent l'auteur très bien. Ah, qui connaissent très bien? Comme par hasard. Ah ben oui. Voilà. Oui. Donc, mais ça s'est passé à Guédiawaye et non à Kermassar. Oui. D'ailleurs, elle a même dédié le livre à son premier mari, à son mari Messé. Oui. Donc là, le livre est dédié à Messé. Donc là, Messé, c'est le vrai nom de son mari. Ah oui, d'accord. Mais alors, évidemment, c'est des cinéastes. On voit aussi autre chose qui n'a rien à voir avec le mariage, l'amour entre un homme et une femme. C'est des cinéastes. Et son mari était toujours en train... La difficulté d'obtenir des financements pour un film africain. Le mari pensait aussi qu'elle avait une femme française, elle allait facilement avoir des financements. Mais non, ils n'ont pas eu jusqu'à la fin. Donc, ce point-là aussi a été... dans le roman. Ça part des problèmes du cinéma africain. Oui. Donc là, lors du festival de FESPACO. Donc là, il nous dit même dans le roman que Seydou, quand il était en France, il avait réussi. C'est seulement quand il est venu en Afrique, il y a un problème quand même. Mais en France, quand même, il avait vraiment réussi dans ce qu'il faisait. Mais en Afrique, donc l'Afrique, c'est comme une malédiction pour Seydou. Donc quand il est venu, donc là, ça ne marchait plus. Oui. Mais avant, ça marchait pour lui. Oui. Et quand... Oui, vas-y. Il espérait qu'avec une femme tout bas, donc pleine d'argent, puisqu'elle était tout bas, ça va de soi, tout marcherait. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est de l'amour et des réciproques. Oui. Donc là, il a eu prévenu sa femme. Mais vraiment. Mais il a quand même prévenu sa mère, sa fille, qu'on est dans l'impasse. Mais rassurez-vous, il y a une toubab qui va venir. C'était une manière de tromper la première femme. Les hommes, on les connaît. Donc, c'était seulement une manière de montrer à sa femme qu'elle est là pour régler des problèmes. Oui. Parce que là, au début, elle n'avait pas dit à la première femme qu'elle allait épouser. Oui. Hortense comme deuxième épouse. Oui. Voilà. On l'a trompé. On lui a dit qu'elle allait juste se convertir. Voilà. Et puis, voilà, on fait le mariage. Voilà. Elle est partie, elle a fait le feuille, elle a quitté la maison. Elle est partie, mais donc là, dans l'amena, qu'elle était toujours amoureuse de son mari. Oui. Donc là, parce qu'elle ne parvenait pas à s'adapter à cette situation, qu'elle est partie. Oui. Et puis quand même, il y a une séquence incroyable, c'est quand elle part, qu'elle rentre en France et qu'elle reçoit une... Je pense que c'est purement pas dans la vérité. Elle reçoit une lettre de cette Awo qui était là, mais ma femme avait tout compris. Qui dit tu es venu pour prendre ma femme.
elle avait compris toute la situation. Alors elle pensait que c'était une bête, c'était une Afrique qui ne comprenait rien. Alors elle avait totalement compris tout ce qui se passait. Oui. Mais même après, elle est revenue en Afrique. Oui. Hortense, elle est revenue en Afrique. Je pense qu'elle a profité de l'opportunité, de cette occasion, pour faire le documentaire aussi. Oui, c'est ça. Donc, elle a interrogé sa belle famille pour pouvoir réaliser le documentaire. Oui, voilà. Donc, c'est une belle histoire. Effectivement. Donc là, Moi, je l'ai aimé, en tout cas, ce livre, je ne sais pas. Et puis, ça rassure aussi les premières femmes. Hein, parce qu'en général, elles pensent toujours que... Non, en général... Non. Et même, non. Là, au moins, elles savent que la deuxième femme peut souffrir de la polygamie. Parce que, par exemple, quand on lit des romans comme Les Soleils des Indépendances avec Salimata, l'image de Salimata, et quand on a aussi Bintou d'une Angolette, on a comme l'impression que la deuxième femme, c'est la femme qui est adulée, la femme qui est préférée, la femme qui est choyée. Là, au moins, elle nous apprend que la deuxième femme peut effectivement souffrir de la polygamie. Oui. Les femmes souffrent de la polygamie. Et puis, son départ a été sa fuite, mais la victoire pour l'autre. Oui, tout à fait. Oui. Mais est-ce que ça a été une victoire? Parce que même le mari, finalement, donc là, il s'est installé en France, en laissant sa femme toute seule, la première femme. Voilà. Donc voilà, merci Khady Niang de nous parler, d'être venu de nous avoir lu ce livre, n'est-ce pas, de Caroline Ponchon, deuxième femme. Merci. Voilà. Alors nous passons à la dernière note de lecture. Donc je disais, là c'est Hafsatou Wane qui va nous en parler. Alors vous êtes doctorante en littérature comparée. Exactement. Hein? Et littérature comparée, et vous vous intéressez particulièrement à la littérature africaine et la diaspora noire. Exactement. Donc, merci d'abord de me recevoir sur ce plateau. Je suis doctorante en littérature comparée à l'Université de l'Illinois et je suis intéressée par la représentation de la femme, la conception de l'identité raciale, prenant une approche postcoloniale, et je couvre le Brésil, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Guadeloupe et les États-Unis. Voilà. Et alors, le roman dont vous parlez, ça s'appelle Femmes entre miroirs. Miroir au pluriel, n'est-ce pas? Miroir au pluriel et Femmes au singulier. Voilà, femme aussi. Alors, un roman autobiographique. Exactement. D'une Brésilienne. D'une Brésilienne. Et elle s'appelle Helena Parente Cunha. Et elle est professeure de théorie littéraire à l'Université de Rio de Janeiro. Et c'est très important de noter la théorie littéraire puisque cette autobiographie est complètement influencée par les théoriciens français comme Jacques Lacan et féministes également comme Hélène Cixous, Catherine Clément, Lucie Rigaret. Donc il y a une forte impression dans ce roman. Et c'est une des figures de proue de la littérature brésilienne féminine et féministe. Donc voilà, et ce roman qui est en langue originale Mulher Espelho, et donc a été publié en 1983. Alors, une date importante également, puisque le Brésil était encore sous dictature militaire. C'est pour cela que nous avons la représentation de cette femme qui peut être le communiqué fort de l'État du Brésil. Alors c'est résume ce livre Femmes devant un miroir. C'était quoi le but, l'objectif? C'est donner une image, une réalité de la femme brésilienne. Exactement. De cette période-là, justement. Exactement. Une image de la femme brésilienne. Qu'est-ce qui l'a caractérisé, cette image-là? L'image, c'est celle d'une femme qui est au joug de la société patriarcale et, disons, un peu avec l'héritage esclavagiste. Quel est le rôle de la femme le rôle de la femme et son statut dans cette société. Donc ce roman met en scène et caricature la famille brésilienne. Nous avons les personnages habituels, le père tyrannique, nous avons la mère soumise, la fille innocente, nous avons également le frère privilégié, choyé, et le mari volage.
Et les enfants à problèmes comme la drogue, l'alcoolisme et problèmes de sexualité. Donc il y a véritablement un désir de caricaturer cette société brésilienne, particulièrement la famille brésilienne, donc l'espace domestique de la femme brésilienne. Oui. Alors, les miroirs, ces miroirs, qu'est-ce que c'est? C'est la femme qui se regarde Exactement. Je parlais de Jacques Lacan et oui, psychanalyste et qui parle de la conception du moi au stade du miroir. Donc, c'est quasiment une réponse à Jacques Lacan et à cette considération de l'identité comme étant une image reflétée par un miroir. Donc cette importance de regard de l'autre sur l'identité du soi. Oui. Et donc nous avons ici une femme de 45 ans qui véritablement a voulu suivre le système patriarcal et être cette femme soumise, mais également décide de se mettre face à deux miroirs. Et donc de regarder les images qui lui sont reflétées et d'essayer de construire sa propre identité, sa propre expérience de femme. Et elle raconte, bien sûr, le texte est à la première personne, mais également elle se positionne en tant que personnage de roman. Donc c'est un peu une technique narrative de mise en abîme. Et l'autre personnage récurrent est sa narratrice qu'elle appelle Mulher me escreve, la femme qui m'écrit. La femme qui m'écrit. Donc voilà, c'est plutôt une déconstruction de ces images qui sont projetées par le miroir de la société. Alors les thèmes, quels peuvent-ils être les thèmes? La soumission ou alors l'émancipation de la femme au Brésil toujours? Oui, ceci est l'un des thèmes, le premier que l'on voit d'ailleurs. Présente cette femme anonyme, la soumission, et comment une femme soumise aux lois et aux règles patriarcales doit être au Brésil. Et son alter ego, qui est la narratrice, représente l'intellectuelle, celle qui se met du rouge à lèvres, celle qui se rebelle, celle qui refuse d'être enfermée dans cette sorte de prison dans laquelle la patriarcie, mais également les classes, la bourgeoisie, la femme brésilienne. Donc c'est une sorte de dialogue entre ces deux femmes. Et il y a un passage très intéressant dans le roman dans lequel la narratrice, enfin le personnage principal dit que aspirer à l'émancipation est inutile et aspirer à l'esclavage, donc à la soumission, est également inutile. Et on se demande comment alors une femme doit considérer son statut, son identité dans la société brésilienne. Mais alors dites-moi, est-ce que ce roman, il montre aussi, là nous arrivons à la fin, la réalité africaine du Brésil, et puis savoir aussi si le style avec lequel le roman est écrit montre cette africaine, cet héritage africain. Oh oui, tout à fait. Dès les premières lignes, nous avons un des personnages récurrents dans toutes ces œuvres de diaspora noire, qui est la Nana, qui est cette nourrice noire, qui est un peu une répétition, un écho de l'esclavage, du temps de l'esclavage. Oui. Donc nous avons cette Nana qui a nourri le père, et a nourri le frère, et a nourri la femme également. Et nous avons également la présence de deux personnages noirs, et l'un d'entre eux est un prêtre du candomblé. Le candomblé qui est le rituel syncrétiste entre christianisme et la religion africaine Yoruba, qui est un personnage avec lequel le personnage principal va finalement avoir une fusion, et c'est dans cette fusion qu'elle se trouvera complète et entière, qui annonce donc une reconnaissance ou peut-être une prise de conscience de ce que l'Afrique a apporté en termes de construction d'identité brésilienne.
Dernière question, est-ce que globalement la littérature brésilienne reflète cet héritage africain, globalement? Globalement, pas nécessairement, vu les différentes politiques de ce qu'ils ont appelé à un moment la démocratie raciale, où il y a une reconnaissance que le peuple brésilien est un peuple métissé, un peuple de brassage. Mais souvent, dans ce genre de considération, c'est plutôt un blanchiment de l'identité des peuples. Donc, très bien. Voilà. Alors, merci d'être venu à Absatou. Alors, vous êtes au Sénégal pour le moment, vous travaillez encore sur, justement, vous préparez votre doctorat en littérature comparée. En littérature comparée, et ma thèse est... la séquence sénégalaise maintenant? La séquence sénégalaise, mais non. La séquence sénégalaise, c'est bien sûr le Baobab Food. Ah oui. Exactement. Oui. C'est un classique, ça, non? Oui, c'est un livre n'est-ce pas? Aux États-Unis, il y a beaucoup de thèses et de travaux sur Helmut Kohl, bien évidemment. C'est une des romancières les plus connues aux États-Unis. Mes hommes à moi, son dernier, tout ça. Magnifique. Voilà. Très bien. Merci. Merci d'être venu donc nous parler de ce livre. Je vous en prie. Entre miroirs, n'est-ce pas? Merci. Nous passons à la dernière partie de cette impression. Dernière partie de cette émission. Aujourd'hui, thème dans Expression de poésie. Nous allons savoir nos rapports avec la langue nationale et le français, écrire en ou en langue nationale. Alors nous saisissons l'opportunité du sommet de la francophonie, le pays va abriter au mois de novembre pour en parler. Et puis aussi parce que la question se pose quand même avec écrire en langue nationale, le recours à la langue nationale en littérature, même dans le domaine scientifique. Donc j'ai invité sur ce plateau pour en parler. D'abord, nous avons ici Djibril Falémé, qui est professeur de lettres, écrivain et proviseur du lycée de Ouakam. Ensuite, Diakité, qui est ancien diplomate, comme je disais, qui est écrivain, auteur de 2 livres, notamment sur les rapports Touré et de Gaulle, et puis le livre sur Léopold Sédar Senghor, qui a produit aussi de la poésie, qui a été secrétaire général de Sorano, au nom de culture, qui a aussi travaillé au FESMAN. Voilà. Donc Salim Diakité qui va nous parler, qui va participer à ces débats. Et puis le professeur Ensemble, critique, professeur qui a enseigné pendant plus de 30 ans, n'est-ce pas, et qui connaît bien aussi ce sujet. Alors, la première question, c'est peut-être ce débat qui intéresse les Français, mais qui nous touche forcément, parce que nous sommes francophones et aussi francophiles, mais enfin, la place du français par rapport à l'anglais. Ça pose même un débat en France, puisque on dit même que les scientifiques français, quand ils produisent des articles, ils le font même en anglais. Peut-être que je ne sais pas si l'anglais est la langue de la science, mais enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui est posé entre le français qui aurait du recul par rapport à l'anglais? Merci Sadakan de m'inviter sur ce plateau. Et je salue aussi mes vis-à-vis, Lamine et Diakité, que je connais. Et très souvent, les gens font une comparaison, à mon avis, entre le français et l'anglais. Et en conclusion, ils disent que l'anglais a battu de loin le français. Oui. C'est la remarque générale. Mais personnellement, ça ne m'inquiète pas, parce que je me trouve des explications. Quand vous étudiez les sources du marxisme, vous voyez que le socialisme français est français, la philosophie est allemande et l'économie est anglaise. Ce sont les 3 sources essentielles du marxisme. Donc ça signifie que pour moi, très tôt, l'anglais et l'économie ont cheminé ensemble. Et puisque aujourd'hui, fin 20e siècle, début 21e siècle, le monde est excédé et chacun court derrière l'économie, alors la langue qui est la langue partenaire de l'économie va forcément avoir une place importante dans le monde. S'y ajoute, à mon avis, pour terminer, que la première puissance du monde est de langue anglaise. Donc c'est tout à fait normal que l'anglais prenne le dessus sur le français. Vous préoccupe
vous inquiète, Lamine Samb, parce que, vous voyez, maintenant, de plus en plus, c'est une mode. Les enfants, très tôt, on les met à l'apprentissage de l'anglais. Et vous avez vu, et toutes ces théories-là, prenons l'architecte Pierre Goudiaby, qui a produit un livre, parmi les points qu'il développe, oser, il faut apprendre l'anglais très tôt aux enfants. Donc voilà, l'anglais. Bon, ce que vient de dire Djibril est tout à fait vrai. C'est d'autant plus vrai que, bon, la période coloniale, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, pour dire à quel point il y avait une sorte de grande étendue justement de cette influence anglaise. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est simplement le fait que quand on regarde le système même de colonisation des Anglais par rapport à celui des Français, on se rend compte que les pays dits anglophones sont beaucoup plus outillés en matière commerciale et économique que ne le sont les pays francophones. Il s'y ajoute également le fait que moi, je trouverais peut-être une explication pour dire en quoi la langue anglaise a une certaine prééminence sur le français. C'est parce que quand même, il y a un texte de Senghor dans lequel il citait la Bible. En 1963, au cours d'une distribution des prix du lycée Kennedy, où il disait que c'est en étant fidèle dans les petites choses qu'on l'est davantage dans le monde. Et à ce niveau-là, ce que moi je veux dire, c'est qu'au niveau du français, il y a plus de soucis à coller à une certaine rigueur dans l'expressivité. Ce qui n'est pas le cas en anglais. En anglais, vous voyez par exemple, Senghor dit d'ailleurs que le français est une langue claire. Mais les gens ne lui ont jamais peut-être posé la question pourquoi disait-il tout le temps cela? Le français est une langue claire, la clarté du français. Mais c'est parce que simplement, il y a beaucoup moins de mots en français qu'en anglais. Pourtant, tout ce qui se dit en anglais se dit en français. Ce qui veut dire donc qu'il y a une certaine, je ne dirais pas un laisser-aller, mais il y a une certaine facilité pour les Anglais à concrétiser leur dire en créant des mots, alors que pour faire des néologismes en français, il faut s'y prendre parce que l'Académie française veille. Je crois qu'il y a ce souci de rigueur. Falémé nous dit que Djibril Diallo Falémé, langue de l'économie, n'est-ce pas? Et Lamine Samb nous dit langue de clarté. Vous avez travaillé dans les ambassades, on dit aussi le français langue de la diplomatie. C'est vrai ça? Oui, Sada, je vous remercie. Et je suis particulièrement heureux de retrouver sur ce plateau le professeur Lamine Samb et le professeur Diallo Falémé. Quand vous prenez des pays comme les pays de l'Asie, Vietnam, Cambodge, vous revenez jusque vers les bords du Nil, l'Égypte, vous allez jusque vers le Cameroun. Je considère que le français a uni des nations différentes, a uni des peuples différents dans leur appréciation et leur vision du monde. Mais au fil du temps, la colonisation n'a pas tellement favorisé l'expansion de cette langue pour la mettre à la disposition des populations autochtones. C'est-à-dire que la colonisation a privilégié l'élitisme. Et aujourd'hui, nous assistons au résultat de cet élitisme qui a marqué la présence française. Il y a un recul certain. Et quand vous prenez par exemple le bassin méditerranéen, Marseille et d'autres régions françaises qui ont accueilli un gros contingent d'immigrés, mais il y a un très faible pourcentage qui vous parle français. Un très faible pourcentage parmi aussi les enfants de ces immigrés qui ont pu accéder à un certain niveau d'enseignement. Parce que le français, il ne s'agit pas simplement de pouvoir parler français. Il s'agit de pouvoir utiliser le français comme arme de développement à tous égards. Donc je dis qu'il y a un déclin certain. Maintenant, bon, je pourrais continuer après. Oui, alors rapidement, allez-y. Maintenant, par rapport à la langue anglaise, oui. Les Anglais ont
été beaucoup plus concrets, ils ont été beaucoup plus attentifs à ne pas mettre dans un carcan, dans le carcan de leur domination politique, leur sujet. Cela a libéré l'élite anglaise et cela a aussi beaucoup contribué à lancer, en tout cas à créer les bases d'une littérature féconde qui a permis justement à des hommes comme Kwame Nkrumah, Nnamdi Azikiwe et tant d'autres de pouvoir éclairer davantage les populations sur les grandes questions à venir et ensuite sur les grandes questions qui se posent au monde. Voilà, tel que voilà. Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce qu'il dit, parce qu'il met en cause. Mais sinon, je pose une question. Oui. Sur la rigueur, qui enrobe un peu cette langue qu'est le français, parce que, c'est une langue qui a une sorte de symbiose additionnelle entre, je veux dire, le latin, le grec et la passion celtique. Donc, vous voyez, c'est des origines assez complexes et compliquées qui font que dans chacun des éléments qui composent donc cette langue française, il y a des règles normées, je veux dire des principes de base qui sont assis sur la rigueur. Et voilà pourquoi justement cette langue a quelques difficultés à se conformer à la facilité du monde actuel. Là où l'anglais est tout à fait, je veux dire, à l'aise, parce que bon, il n'y a pas de bornes qui lui sont fixées. Alors, sur ce que dit Saloum, il y a des gens qui veulent intervenir, on va donner le micro. Oui, après on revient, oui. Voilà, je voulais juste parler de la... Qui êtes-vous, comment vous appelez? Voilà, club d'anglais à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, parce que moi, ce que je vais considérer de la langue française, je vais dire que la langue française, c'est la langue des beaux parleurs. Pourquoi la langue des beaux parleurs? Parce qu'actuellement, avec la mondialisation, on parle de mondialisation, là où on a le pragmatisme. Donc quand on parle de pragmatisme, ce sont les États-Unis, avec l'anglais, et aussi avec le dollar, la monnaie d'échange aussi. Nous voyons donc là, l'anglais va peser. C'est pourquoi peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand il s'agit de la base, on pourrait parler de l'anglais. Comme le monsieur vient juste de le dire, avec le latin, c'est la base. Mais maintenant, on parle de pragmatisme, donc c'est l'anglais qui doit peser actuellement. Là, je ne sais pas si vous me répondre là, vraiment. Hein? Vous dites ça devant la médecin, mais voilà, il y a quelqu'un qui veut intervenir là. Oui, Magma Faye. Oui, moi c'est Emmanuel Faye. Je veux juste dire quelques mots. J'ai entendu tout à l'heure le doyen parler du français disant que c'est une langue qui rapproche, parlant de peuples qui sont en Asie, les bords du Nil, l'Afrique occidentale. Mais ça, ce n'est pas le propre du français. On trouve des anglophones au Japon, on en trouve en Asie, on en trouve en Europe, on en trouve en Amérique, comme en Afrique. Moi, je pense que cette querelle-là est une fausse querelle. Dire que le français est un déclin, à mon avis, c'est une fausse querelle. Mais du temps de Molière, qui est dit, qu'on considère comme, je ne sais pas, le père de la langue française, etc., n'a rien fait de particulier à la limite pour la langue française, il n'y avait qu'à peu près 15% du royaume de France qui parlait français. Combien sommes-nous? Combien de millions de personnes parlent français aujourd'hui au monde? Cette histoire de déclin, c'est une fausse querelle qui en réalité n'est même pas notre problème, nous autres Africains. C'est une réalité. Non, Magou. Moi, nous utilisons quand même, nous apprenons le français, oui, où les gens écrivent des textes en français. Bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser cette querelle aux gens que cela intéresse et que nous pensions de véritables stratégies pour enseigner nos langues. Parce qu'elles sont menacées de disparition et surtout, si vous permettez, oui, il y a quelque chose de fondamental dans la pratique et dans la pédagogie. Oui. Tant que nos apprenants, les jeunes Africains, ne vont pas apprendre les sciences comme les mathématiques, oui, dans leur langue première, oui, nos systèmes ne marcheront pas. Pour moi, c'est le véritable problème. Très bien. Merci. Voilà. On a la parole ici. Oui, oui. Alors, ceux qui prônent le retour vers les langues nationales, eux-mêmes ne l'ont pas utilisé finalement. Ne les ont pas utilisées, ces langues nationales. Oui. Par exemple,
Je donne le cas de... Bon, je l'ai lu, hein, je l'ai entièrement lu. Cheranta, ben, il a écrit en français. Hein, bon, toute son œuvre a été écrite en français. Pourtant, c'est parmi ceux qui, premiers, ont prôné le retour vers les langues. Il fait partie de cette catégorie d'écrivains. Alors, Mabou a anticipé sur une question. Non, je ne te redonne pas encore la parole. Je dis que tu as anticipé sur une question que j'allais poser. Voilà. Si le français peut quand même servir pour, autant que nos langues nationales, si on veut, en tout cas, à la vulgarisation de nos savoirs. Hein? C'est des choses... Oui. Intervenez brièvement pour que vous puissiez parler. Au prétendu déclin du français devant l'anglais, c'est que le français aujourd'hui présente deux handicaps à mon avis. Le premier, c'est son manque de flexibilité. Il y a trop d'académisme qui gouverne cette langue-là. C'est ce qui fait son charme, non? Peut-être ce qui fait son charme, mais peut-être ce qui l'empêche aussi... Éléphant avec F ou PH, d'aller de l'avant. Parce que l'anglais, quand même, a été une langue flexible. N'importe qui peut parler l'anglais, n'est-ce pas? C'est devenu commercial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante et qui a porté du tort aux Français, c'est le système de colonisation française, n'est-ce pas? Qui a été un système vraiment qui a foncièrement blessé les intellectuels africains qui ont été... qui ont eu une sorte de rejet de cette langue-là. Oui. Brièvement, faites des interventions brèves. Je suis vraiment à l'aise de provoquer le professeur Faye. Alors, quand je parle de partage autour de valeurs et d'aspirations communes. Mais bon sang, la lutte contre le nazisme, contre le fascisme, mais ça, c'est des valeurs communes. Ça, c'est des aspirations communes pour la liberté. Ensuite, l'exemple, quand vous dites que M. de Lucade, l'étudiant en anglais, quand vous dites que c'est la langue des beaux parleurs. Belle provocation. C'est ça aussi qui donne vie à la langue française, la beauté. Mais les États-Unis n'ont pas eu de colonie en vérité. Les États-Unis ont favorisé d'ailleurs, dans une certaine mesure, se sont opposés à l'émergence de colonies. Ils ont voulu des marchés libres. Ils ont créé les conditions qui permettent, comme je l'ai dit, aux populations de s'assumer, aux populations d'entrer dans la concurrence. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Vous voulez parler? Vous voulez intervenir sur ça? Non, je vois le micro en main. Je ne sais pas si c'est pour tenir ou pour parler. Vous voulez dire quelque chose? Je voudrais rejoindre le professeur Faye sur le non-problème entre l'anglais ou le français, le déclin du français. Ayant été formé en littérature, je peux vous dire que le français est bien vivant et en bonne santé. En termes de théorie, je suis dans un environnement anglophone, mais on parle de théorie cinématographique ou de théorie littéraire. La grande référence, quand même, ce sont les théoriciens français. Donc, de ce point de vue, et c'est le vocabulaire, le langage, le lexique français qui est utilisé. Nous parlons de montage, essayons d'angliciser, mais ça reste quand même montage au français. Donc, le français est plutôt bien à l'aise. Ma grande question, c'est plutôt les langues locales. Que pouvons-nous faire avec ces langues locales? Les langues nationales. Alors, juste un mot pour ajouter, compléter un peu ce que j'étais en train de développer sur cette sorte d'addition des influences grecques, latines et puis même celtiques. Je voulais juste dire également que sur le plan syntaxique, il y a des difficultés pour l'expansion du français. Parce qu'au niveau des négro-africains, nous avons un système, de la syntaxe, un système de juxtaposition. Alors qu'en français, nous avons un système de subordination. Ce système de juxtaposition dans le langage oral, dans le langage parlé, est beaucoup plus proche de l'anglais que du français. Ce qui fait que justement, par exemple. Oui, par exemple, bon, il est simple. Moi, si je dis en Wolof, par exemple, ceci, dama dem Patte d'Oie, c'était Soumarak. Hein? Je suis allé à la Patte d'Oie chercher mon frère, voir mon frère, ou visiter mon frère.
c'est une causalité, c'est-à-dire qu'il y a une causalité, un lien de causalité entre le fait que, entre les deux actions, je veux dire. En français, on construirait cette phrase correctement avec une subordination, alors qu'en Wolof, on le ferait simplement par cette forme de juxtaposition. En anglais, nous procédons pratiquement de la même façon, et c'est ce qui explique que justement les gens ont plus tendance à aller vers ce qui est plus facile à dire que vers ce qui est le plus difficile. C'est pas que nous soyons des beaux parleurs, mais que nous sachons, nous savons dire les choses telles qu'elles se présentent. Alors, la plus grande partie de ces discussions devait porter sur les langues nationales. Je voulais juste introduire, en fait, dire la place du français par rapport à l'anglais dans le monde. C'était juste la porte d'entrée, moi, mais on a insisté là-dessus. Parlons un peu maintenant des langues nationales. Alors, la littérature. Alors, il y a des cas qui illustrent quand même. Cheikh Aliou Ndao, l'exil d'Albouri, grand dramaturge, et puis Excellence vos épouses et d'autres Bourtilène. Cheikh Aliou Ndao, il décide qu'il n'écrit plus qu'en Wolof. Alors, Boris Diop, Boubacar Boris Diop, il avait écrit Domou Golo. Je ne sais pas pourquoi, mais il a repris le fils de Lagonon, qui vient de sortir. Alors, il y a aussi... c'est que, alors, les écrivains ont-ils des problèmes avec, justement, l'utilisation de cette langue? Amadou Lamine Sall, je l'ai entendu dire sur une émission, je pense que je l'avais invité, en fait, il disait aux gens, oui, écoutez, il faut apprendre à écrire en français, ou alors n'écrivez pas ou écrivez dans vos langues nationales, Serer, Peul, Sarokholé, tout ce que vous voulez, si vous ne comprenez pas le français. Et lui, il dit qu'il a choisi d'écrire qu'en français, comme il a choisi de ne lire que de la poésie, pas de roman. Alors, il y a les choix comme ça. Moi, je pense que... Savoir la littérature et les langues nationales, quand même, ce malaise qu'ils ont par rapport... C'est vrai, Magou Faye, on dit en langue nationale, tout le monde écrit en français. Vous avez vu les inscrits qui sortent? Alors, la réalité est différente des intentions ou des proclamations. C'est ça que je veux dire. Moi, je pense qu'il est temps que nous assumions notre destin en tant qu'intellectuels francophones. Et qu'on arrête de faire une sorte de contrariété entre le français et les langues nationales. Moi qui parle français, j'ai les langues nationales dans la tête et les deux langues ne se boxent pas là-bas. Pourquoi? Une fois dans leur réalisation, je dois mettre des fossés entre les deux. Il y a d'un côté le français. Des gens savent bien s'exprimer en français. Vous venez de citer le Amadou Lamine Sall, c'est très bien. Il y a d'autres qui savent s'exprimer en langue nationale, c'est le cas du doyen Alioune Sall, très bien. Mais il y a une voie médiane qu'on peut exploiter. C'est comment faire en sorte que, écrivain africain de langue française, j'exprime mes cultures dans cette langue-là qui n'est pas africaine. Et je pense que Amadou Kourouma l'a réussi, Soni Labouti l'a réussi, Henri Lopez l'a réussi, d'autres doivent le réussir. Et je pense que chacun n'a qu'à suivre la voie, qu'on arrête de se faire la guerre. Et nous allons tous vers le même but. Et aussi un éclairage. Vous savez qu'il y a des écrivains en langue Yoruba. Il y a des écrivains en langue Hausa. Mais cela n'empêche, il y a une production volumineuse, prodigieuse en langue anglaise. Oui, bien sûr. Qu'on dise langue étrangère anglaise, langue étrangère française, il y a une production volumineuse. Quel plaisir de pouvoir communiquer, par exemple, avec mon frère en langue française, avec mon frère Zaïro en langue française. Mais les langues nationales, je crois que le problème se pose depuis plusieurs années. Les techniciens qui m'écoutent n'ont pas été en mesure de s'entendre, même sur certaines appellations. Bon, ensuite, dans la France rurale, dans la France rurale, mais il y en a qui ne parlent pas français. Mais alors, le problème... Ils ont leur patois, mais donc continuons de parler. Notre patois, quand je dis c'est des valeurs communes, c'est-à-dire que c'est des choses que nous pouvons entreprendre ensemble au plan de la technique. Moi, ça je l'appelle une sorte de mise en garde. Oui, parce que, vous savez par exemple, quand on prend la poésie en français, il y a des gens qui s'essayent à la poésie, je les respecte. Mais enfin, il faudrait quand même faire attention parce que ils pensent que la poésie, c'est le genre le plus facile, le plus accessible. Or, c'est un métalangage. C'est vraiment un langage du langage. Il faut être vraiment maître de sa langue pour oser aller vers la poésie. Or, de plus en plus, il y en a qui font des essais
et qui les présente sous la forme filiforme, comme la forme que prennent les poèmes, pour dire que c'est de la poésie. Or, ça ne l'est pas du tout. Ces gens-là, moi je pense que ces gens-là doivent suivre le conseil de Amadou Lamine Sall et écrire dans leur langue nationale, parce que ce qu'ils font, ce n'est pas de la poésie. Voilà. Je pense ça. Brièvement. Ce débat me rappelle en fait un colloque qui s'est tenu à l'université il y a de cela quelques mois, qui dit qu'il nous faut fonder une autre véritable science, c'est celle de la traduction. Tout ce que nous avons comme conte, comme littérature orale qui s'exprime en Wolof, en Bambara, en Pulaar, etc., je pense que nous devons pouvoir l'écrire dans ces langues-là et faire le travail de le traduire, non pas de façon littérale certainement, mais le traduire en le recréant dans une autre langue. Je pense que cela irait plus loin encore que Kourouma, plus loin encore que Senulabutansi, parce que nous n'avons pas le droit de perdre tous les textes que nous avons dans nos traditions culturelles, littéraires aussi. Brièvement maintenant. Le professeur Dankulo Dandiko, qui a été le premier secrétaire général de la CCT, c'est ça, l'agence de coopération. Un jour, je lui ai posé la question, j'avais là à Paris, je lui ai dit, mais que faites-vous des travaux du professeur, le patron de l'énergie solaire au Niger, comment il s'appelle encore, Abdou Moumini, du professeur Moumini. Qu'est-ce que vous faites des travaux majestueux du professeur Abdou Moumini? Est-ce que vous les avez diffusés en Aoussa ou Sonrail ou Djama? Il m'a dit non, le problème est là, il est posé. Parce que, justement, je voulais qu'il m'explique, parce qu'il est scientifique lui-même, c'est un agrégé de sciences ou de maths comme ça. Je voulais qu'il m'explique certaines appellations, s'ils ont pu s'arranger pour essayer de trouver certains mots, par exemple énergie solaire, ou bien énergie éolienne, mais les termes n'existent pas. Mais on est à la fin, je vous avais dit, on a une demi-heure, mais il y a la question que Magou Faye a évoquée tout à l'heure, c'est de dire, les gens, on ne peut pas se développer dans une langue autre que la sienne. Est-ce que c'est un épouvantail? Est-ce que... voilà. C'est vrai, moi j'y crois parce que, j'y crois parce que si j'en juge par ce qu'en dit Senghor, enracinement, mais il faut effectivement commencer par sa langue maternelle, la maîtriser avant de pouvoir aller vers la langue les langues cibles. Bon, exactement. Bon, et d'ailleurs, c'est prouvé. Hein? C'est complètement prouvé. Oui. Tous ceux qui ont maîtrisé leur langue maternelle ont parlé mieux que font les autres, les langues cibles. Oui. En cela, d'ailleurs, il y a peut-être le fait que, dans nos sociétés, souvent, nous avons été à l'école avant même de maîtriser nos langues maternelles. Voilà, c'est ça le problème. Oui. Par rapport à ça, moi, je pense simplement qu'il faut revoir le français, en faire une langue de communication, n'est-ce pas, le rendre délavé. Parce qu'en fait, ce qui se passe, à mon avis, c'est que le français est en train de subir un changement sous nos yeux. Il est dans la rue à Dakar. Regardez toutes ces quincailleries écrites n'importe comment. On a l'impression que le monsieur, il voulait écrire Kenkeliba, il s'est trompé devant sa quincaillerie. Alors, vulgarisateur, ça c'est le français. Ça. Il faut d'abord regarder dans les portables. Voilà, ça c'est notre français. Ça c'est le français que nous avons aujourd'hui. Si vous permettez, je vous donne un petit exemple. Oui. Quand vous allez à Pompier, vous entendez le coxeur dire arriéral, 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 arriéral. Mais droital. Mais il y a un métissage du français qui est en train de se faire actuellement. Oui. Ce coxeur-là, il ne sait pas qu'il est en train d'utiliser le mot arrière de la langue française. Ce qui est inconscient dans sa tête, c'est qu'en Wolof, la deuxième personne de l'impératif se forme par un ajout du suffixe al à un verbe. Lekal, demal, agnal, et lui il dit arriéral. Voilà. Français plus al. Et al peut être aussi elle. Ça, oui, ça c'est du métissage de la langue. C'est notre réalité. Il faudrait qu'on l'assume. Donc finalement les langues cohabitent, c'est ça quoi. C'est tout. On peut les faire cohabiter, pas de querelle. Je disais, je ne sais pas si c'est vous. C'est tout. Elles peuvent très bien cohabiter.
quoi, et dans notre vie. Il y a d'ailleurs plus de succulence à les faire cohabiter que le contraire. Voilà. Si tu permets, pour terminer, peut-être je dis qu'il faut qu'on arrête de voir en la langue française une langue de colonisation. Ah oui, alors, c'était la question. Elle a été une langue de décolonisation aussi. Être à l'aise avec. Être à l'aise avec. Voilà. C'est notre langue, c'est notre Mais c'est grâce à cette langue que nous avons les armes miraculeuses de Césaire. C'est grâce à cette langue que nous avons le discours sur le colonialisme de Césaire. C'est grâce à cette langue également que nous avons le verset de Senghor, vêtu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est bouddha, qui renverse 4 siècles de préjugés raciaux. Seul verset. Vêtu de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est vie. Et quand les Senghor, les Modibo qui étaient allés à poser le problème de la décolonisation de leur pays au palais, ils ne le faisaient pas dans les langues nationales. Voilà, très bien. Merci. Voilà, nous terminons ce débat qu'on ne peut pas arriver de toute façon, mais juste c'était bon d'en parler. Hein. Je remercie Lamine Sam, je remercie mon ami Saloum Diakité et puis Djibril Diallo Falémé qui en parlé et ceux qui ont participé à cette discussion. Les élèves qui sont venus aussi nous tenir compagnie dans cette émission. Passez une bonne fin de soirée. Alors, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission. Merci. Thank you.